So our group is McGill Reimagine Global Health, a collective of students and teachers at McGill University in Montreal. Our collective goal is to provoke conversation and reflection about colonial influences on global health among students, professionals, and professors, and to counter them. So we will be conducting this interview in French. Donc pour notre prochaine question, quels seraient les inconvénients et les avantages du modèle actuel dans lequel la santé publique dentaire peut être considéré comme négligé? Le système privé, le système au Québec, les inconvénients, ils sont majeurs. C'est que il y a toute une frange de la population qui n'a pas accès aux soins ou qui éprouve des difficultés majeures. C'est un système qui est, je dirais, peu flexible. Alors, c'est un système qui marche bien pour les gens comme moi, qui ont une assurance dentaire, qui ont des bons revenus, qui ont des emplois stables. Donc, le système est moins adapté pour les gens qui ont des conditions différentes. Le système est, par exemple, peu adapté pour les personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, ou pour les personnes en situation de handicap qui sont aussi bloquées des fois à la maison. Et le système est peu adapté pour les gens qui travaillent mais qui ont des faibles revenus et qui ne peuvent pas payer pour les soins. Donc le système tel qu'il est conçu actuellement ne marche pas bien. Il marche pour les gens comme moi, mais pas pour les autres. Et c'est là où je pense qu'il faut le changer. Pour moi, il marche bien dans le sens où la qualité des services est bonne, je pense. Même si je pense que les cliniciens, les dentistes en général pourraient avoir des approches plus centrées sur la personne. Je pense que la profession dentaire n'est pas trop en avance dans ce domaine-là. Je dirais même qu'elle est très en retard. Mais bon. Donc, les inconvénients sont majeurs. Et je regrette, moi, personnellement, que dans le contexte actuel de pandémie où on voit bien qu'il y a des populations qui sont paupérisées, affaiblies, fragilisées. Je suis déçu que la profession ne plaide pas plus pour une intégration des soins dentaires dans les programmes de la RAMQ, Medicare. Donc, c'est peut-être une nouvelle occasion qu'on est en train de perdre maintenant, mais peut-être que ce n'est pas fini. On ne sait pas comment les choses vont se dérouler après la pandémie, mais j'espère qu'on va saisir cette chance-là. Parce que, et d'ailleurs, la profession, je pense, aurait tout intérêt à bouger, parce que je pense que les dentistes aussi vont souffrir financièrement du fait que des gens ne peuvent plus venir. Donc, à ce moment-là, une couverture universelle publique serait intéressante pour tout le monde, la population, mais aussi les dentistes. Voilà. Très bien. Merci, Dr. Bodes, pour cette réponse. Maintenant, nous allons passer à notre dernière question. Comment serait, d'après vous, le futur de la santé dentaire mondiale? Et on pourrait la débarrasser des influences coloniales? Si tu la débarrasses des influences coloniales, est-ce qu'elle va rester même? Parce qu'au fond, et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Quand j'ai commencé à travailler pour des ONG françaises, quand j'avais l'âge d'Amélie, j'ai été envoyé en Afrique. Et pour moi, ça a été une expérience extraordinaire de découverte de société, d'une culture, de culture au pluriel. Mais j'ai réalisé vite que il y avait en arrière-plan tout cet historique de la France comme pays colonisateur de l'Afrique, d'une partie de l'Afrique, en tout cas l'Afrique francophone. Et j'ai réalisé que cette influence, du moins, c'était une sorte de fantôme qui était toujours présent à côté de moi ou d'autres personnes. Et ça se manifestait par des petites choses qui ont fini par me mettre mal à l'aise. Et même si les gens qui étaient des bénévoles, pour la plupart,
était, je pense, pétri de bonnes intentions, de bonne volonté, voulait aider autrui, j'ai réalisé, et ça me touchait probablement moi-même, que nous avions tous une certaine forme de... On véhiculait une certaine image coloniale ou un certain comportement colonial. Et quand je parle de comportement colonial, je dirais que, par exemple, il y avait des tutoiements presque systématiques avec les Africains, par exemple. Les Blancs, donc les Européens, les Français arrivaient, et puis il y avait tendance à tutoyer tout le monde. Et puis ce tutoiement n'était pas forcément réciproque. Puis ça m'avait choqué, je me suis dit, mais pourquoi cela? Et finalement, ça m'a frappé que finalement, c'était une forme de néocolonialisme inconscient par des gens qui étaient là pour aider autrui. Bon, il y a toute une série, plein de choses comme ça, des choses peut-être aussi plus, je dirais plus marquantes, du style des projets parachutés. J'en ai vu, c'était pas ce que mon ONG voulait faire, mais j'ai vu des projets parachutés et je comprends mieux maintenant pourquoi les professionnels de santé dans les pays où j'étais souhaitaient avoir le contrôle, mais étaient d'une certaine manière dépossédés du contrôle de choix des politiques, parce que les ONG arrivaient avec leurs propres objectifs, leurs propres politiques, et puis les autres, sur place, finalement, bon, ils voyaient quand même l'intérêt, mais en même temps, ils se faisaient marcher sur les pieds quand même de manière importante. Et certains de nos étudiants à McGill vont, avant la pandémie, aller soigner des gens dans des pays défavorisés en Amérique centrale ou ailleurs. Et je trouvais, par exemple, qu'on manquait de préparation avec ces étudiants. On ne les invitait pas. Et comme on ne m'avait pas invité, moi, quand j'étais jeune, quand j'avais l'âge d'Amélie, on ne m'avait pas vraiment invité à réfléchir à ces histoires de colonialisme, à ces histoires d'image. Comment est-ce que tu vas être perçu? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que tu réponds vraiment aux besoins des gens? Est-ce que tu es bienvenu? Est-ce que c'est toi qui définis les objectifs ou c'est aux gens sur place à définir les objectifs? Et puis, c'était difficile. C'était difficile. Et pour revenir à nos propres étudiants qu'on envoie dans des pays, par exemple, d'Amérique centrale, je pose la question, imaginez que des dentistes du Nicaragua débarquent au Québec et aillent dans le nord du Québec. Est un projet avec des étudiants pour soigner les Premières Nations et les cris du nord du Québec, considérant que le Québec ne fait pas son travail. Je pense qu'on accepterait très, très mal cela. Et je pense que c'est important d'avoir cette réflexion sur qui nous sommes, pourquoi nous faisons les choses et de quelle manière on doit aider les autres. Je dirais que je ne veux pas jeter la pierre aux gens qui vont faire du bénévolat en Amérique centrale ou en Afrique. Je l'ai fait moi-même. Mais je pense c'est important de réfléchir sur ces aspects-là. Qui fait quoi et pourquoi et à qui ça sert en premier. Moi, je sais que personnellement, ma propre expérience a été formidable pour moi, personnellement. Comme en tant que Christophe, ça m'a éclairé sur plein de choses, sur moi-même, sur le monde. Mais est-ce que j'ai contribué au bien-être des gens sur place? J'en suis moins sûr. J'espère qu'un petit peu, mais j'espère que je n'ai pas fait trop de bêtises ou que je n'ai pas fait trop de mal aux gens. Mais bon, donc pour le futur de la santé dentaire mondiale, je ne sais pas. Je dirais que c'est difficile de prévoir l'avenir. Il y a 2 ans, on n'aurait pas imaginé cette pandémie. Donc, je ne sais pas. Mais j'espère que le futur de la santé dentaire mondiale passera par les gens qui... et là, on parle de santé internationale, je pense. Hein, c'était le sens de ta question, Linda, j'imagine. Mais j'imagine donc que pour les pays les plus défavorisés, la solution viendra d'abord des gens sur place qui vont dire il faut changer peut-être les choses et il faut aller chercher de l'appui, mais que l'appui sera... du moins les conditions de l'appui sera définies par les gens sur place, mais pas par les gens qui apportent l'appui. Peut-être que c'est ça, mais
Je ne sais pas, le futur. J'espère qu'il sera quand même pas trop mal. Merci encore, Christophe. Tu nous as ramené à réfléchir encore plus sur la question parce qu'il y a bien plus de questions à se poser sur ce sujet. Et nous allons continuer à le faire. Et à notre prochaine rencontre à la table ronde qui sera le 10, on a changé la date, pour le 10 avril à 4 heures. Donc, ce serait bien d'avoir, j'espère. Merci Émilie, merci Christophe. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye.